Salut à tous, on est reparti, c'est Bismart, donc un petit peu comme avant-hier, un petit peu comme hier, hein, l'idée que j'avais dans ces moments, alors on n'imaginait pas qu'il serait à ce point particulier, hein, on va être franc, je vous en parlais hier, et notamment en ce qui concerne la discussion sur les retraites, on va poursuivre la discussion sur les retraites d'ailleurs dans un instant avec Jean-Hervé Lorenzi. J'étais plutôt dans l'idée de comment est-ce qu'on façonne une réforme intelligente. Il s'avère qu'il n'y aura peut-être pas de réforme du tout. On en parlait hier, on en reparlera avec Jean-Hervé. Mais ça permet quand même de poser un certain nombre des questions, oui, qui sont les questions critiques aujourd'hui hein, de l'économie française. Donc avec Jean-Hervé Lorenzi, on va parler retraite, mais pas seulement. Et puis Marc Lermite, l'associé EY en charge de ce fameux baromètre sur l'attractivité de la France, viendra ensuite nous parler compétitivité. Voilà. Donc c'est parti, c'est Bismart. Donc, Jean-Hervé Lorenzi, bonjour Jean-Hervé. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir, président du Cercle des économistes, mais en l'occurrence, on dit quoi, titulaire de la chaire Titulaire, voilà, hein, de la chaire Transition démographique, Transition économique. Je vais te faire un aveu. En fait, j'avais lu notamment, c'est dans les Échos qu'il y a eu un point de vue détaillé hein, sur ce que vous appelez une réforme des retraites intelligentes. Et je vais te faire un aveu, je le fais parce que je pense que beaucoup de ceux qui écoutent, regardent Bismart, beaucoup de ceux qui travaillent et réfléchissent à la politique, aux grandes questions de société, mais sans vraiment avoir le temps d'y réfléchir, j'avais pas vraiment percuté la différence entre la durée de cotisation et la borne d'âge. Voilà. Alors, et il y a une réelle différence. Ah bah oui, bien sûr que oui. Mais oui. C'est pour ça que la discussion sur j'allais dire, les 64 ans, 65 ans, est totalement débile. Pas comme ça, d'ailleurs. Ça focalisé. Récemment, le président Macron a perdu sa majorité parce qu'il avait sorti cette histoire de 64, 65 ans. Ce qui compte, ses annuités, évidemment. Alors, on a un double critère qui vient, jouer symboliquement, c'est l'âge de départ légal, mais c'est du symbolique, c'était Mitterrand 60 ans. C'est du symbolique quand c'est 62 ans, parce que les annuités font que tout le monde, de toute façon, est obligé d'aller au-delà de 62 ans. Voilà, oui, je suis d'accord. C'est en ça, au 64, 65, ça change la donne, parce que c'est plus du symbolique pour un gars qui a commencé à bosser à 18 ans. Oui et non, parce que la réalité, c'est que le nombre d'annuités tel qu'il évolue, et qu'il est en fait l'élément deuxième, second, est en fait l'élément clé. C'est là-dessus que ça se joue. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas sur l'âge. Et pour prendre un exemple, dans la discussion, on dit 64 ans. Mais ce qu'a fait Marisol Touraine, c'est 64 ans. Donc, parce que en jouant sur les annuités. Et il se trouve que les Français sont hystériques sur l'histoire de l'âge de départ légal, parce que c'est... Ben oui, mais ils ont raison. Moi, en fait, j'ai découvert, en me penchant sur le truc, on se parle franchement sur Bismart. Basiquement, on va dire, enfin, en ce qui me concerne, allez, tu te classes sans doute, si tu avais à te classer, du côté électeur de droite, donc finances publiques, donc rigueur des finances publiques, donc retraite à 64 ans. Voilà. Ta réflexion, elle est aussi bête que ça. Et je suis d'accord avec toi, à ce stade-là, elle est débile. Elle est débile parce qu'elle touche quelque chose qui, symboliquement, est vécu par les gens comme dramatique. Mitterrand a été élu sur les 60 ans. Il y a eu des réformes. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que c'est pas si compliqué que ça de faire des réformes. Il y en a déjà eu 4 majeures. Mais... Je veux dire, c'est une illusion. Toutes ces histoires est un immense baratin. Il y a eu 4 réformes, à commencer par Balladur en 93. Les retraités, d'ailleurs, vont commencer à le sentir de manière très forte, hein, parce que, en réalité, le vrai sujet, c'est qu'un salarié du privé voit sa retraite être associée à l'évolution des prix, et pas des salaires. Les salaires, ça augmente plus vite que les prix. Donc, il y a un décalage qui est énorme. Hein. En 10-15 ans, ça fait 20%. Hein. Donc, c'est pas du tout négligeable. Puis il y a eu 3 autres réformes qui ont assez largement porté sur les annuités, pas sur l'âge. Il y a eu les 62 ans, symboliquement, mais les annuités, la dernière de Marisol Touraine, nous amène directement à ce que veut Macron. Ouais. Donc je veux dire, c'est une... Alors nous y amène, mais Jean-Hervé nous y amène assez lentement. Donc c'est un trimestre supplémentaire tous les 3 ans, hein, alors j'ai appris ça d'ailleurs, par génération de retraités. C'est chaque année en fait, hein, une génération de retraités.
les déséquilibres sont là quand même. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, et d'ailleurs, Dussopt, à un moment, il a dit ça, et ce sera peut-être ça la seule réforme, accélérer un tout petit peu rythme de la réforme Touraine. Bien sûr, mais il n'y a pas besoin de mettre... On ne va pas mettre des millions de gens dans la rue parce qu'on augmente... Tu as dit guerre civile, tu as dit c'est un risque de guerre civile. Enfin, les gens le vivent comme ça, on n'y peut rien. Moi, j'adore travailler, et j'ai passé largement l'âge des 62 ans. C'est comme ça. Puis il y en a qui ont eu des métiers difficiles. Il y a des gamins qui ont démarré à 16 ans comme artisans bouchers. Il y en a d'autres qui sont sortis l'école, je sais pas, d'une école d'ingénieurs prestigieuse. Je parle pas de l'école plus technique parce que ce sont des fonctionnaires. Ils sont tout de suite, ils ont tout de suite un contrat de salarié en fait du public. Ouais. Mais je sais pas, l'école centrale, paf, ils démarrent à 25 ans. Il y a 8 ans de différence et c'est pas les mêmes métiers, les mêmes choses. Donc c'est les annuités qui comptent en y mêlant un tout petit peu de pénibilité. Et puis surtout, et c'est ça le sujet, c'est que la moitié des gens entre 55 et 62, 63, 64 ans sont au chômage, que ça coûte plus cher de payer des gens au chômage que de leur filer la retraite pour la collectivité. Ouais. Donc le vrai et unique sujet, c'est le taux d'emploi des gens... Seniors, il faut prononcer le mot. Voilà. Nous le sommes, toi et moi. Et c'est pas peut-être plus que toi que moi. Tu sais, j'ai eu un choc un jour. Je l'ai déjà raconté. J'ai eu un choc quand j'ai appris que j'étais RSE compatible. C'est-à-dire, une entreprise qui emploie un gars de plus 50 ans, elle peut le mettre dans son bilan RSE. Quand tu apprends ça, ça te fait un choc quand même. T'es un peu comme une tortue, tu vois. T'es protection de la biodiversité. C'est tout ça qui était débile. C'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, en fait, la formation continue ne porte que sur la cuisine végane et sur la réflexion sur l'avenir de l'humanité. Or, les gens sont évidemment très bons. J'en prends un exemple. Il nous manque 100 000 on va dire techniciens, allant de l'ingénieur au technicien supérieur en matière d'informatique en France. C'est quand même pas compliqué d'essayer de garder les gens. Donc, premier sujet, augmenter massivement, et ça c'est une vraie réforme systémique, avec les entreprises, le fait qu'on augmente le taux d'emploi des seniors. Et ça a d'ailleurs bien commencé, puisqu'entre 55 et 60 ans, on a gagné en 4-5 ans 10%. Donc c'est tout à fait jouable. C'est-à-dire que ça se fait naturellement au fur et à mesure où le système demande plus de trimestres. Voilà. Bon. Et surtout, à partir du moment où les entreprises se disent, un gars à 50 ans, il ne faut pas le mettre dans le RSE, il faut considérer qu'il est utile, qu'il est ceci. Alors, et puis il y a des métiers où il faut arrêter plus jeune. Voilà, il ne faut surtout pas un dispositif universel. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, 500 000 personnes sont en cumul emploi-retraite et 100 000 vont au-delà des 62 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas très compliqué, en mettant un bonus un tout petit peu plus fort, d'amener les gens naturellement à travailler jusqu'à 63, 64, 65. Quand tu dis 100 000, c'est 100 000 par an. C'est sur, sur chaque génération, encore une fois, génération de retraités. Tout ça est en fait une question de l'organisation du marché du travail qui, en fait, bouge beaucoup, puisque on a vu cette année que de l'apprentissage, qui était le rêve de tout gouvernement français depuis 30 ans, il a suffi de changer un peu les acteurs et de mettre plus d'entreprises. De mettre 8 000 € de primes aussi. Oui, mais enfin, on parlera d'argent public. On met des primes. Ouais. C'est quand même très bon que les gens aillent à phase d'apprentissage. On voit bien que le marché est beaucoup plus vigoureux. Puisque quand même il y a eu 1 million de créations d'emplois, ça on ne peut pas le nier, c'est quand même très fort. Et tout ça, je veux dire, ça se fait par volontariat et on donne un petit coup de pouce, bien entendu. Je veux dire, voilà, il vaut mieux faire ça que de filer du pognon sans la moindre... C'est étonnant parce que la façon dont tu racontes ça, mais c'est un de tes grands mérites d'ailleurs, hein, c'est que avec beaucoup de calme, alors que partout, on nous décrit effectivement un chantier phénoménal à mettre en œuvre, guerre civile, changement total de mindset des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Hervé, pourquoi est-ce qu'un senior sur 2 est au chômage? Parce qu'il y a 3 ans, parce que tu as 56 ans aujourd'hui, l'entreprise te fait un chèque et tu as 3 ans d'ACDIC derrière. Voilà. Et donc, effectivement, tu peux tranquillement avoir une espèce de pré-retraite qui ne dit pas son nom et de pré-retraite assistée. Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut changer quand même. Non, mais c'est un ensemble. La variable clé pour l'économie française, c'est
la quantité de travail, mais c'est pas noir et blanc, c'est 5-6% de plus qu'il faut essayer de gagner. Si on regagne 5-6% de plus, objectivement, on résout à peu près tous les problèmes macroéconomiques français, tous. Pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. Donc les 5-6%, c'est... Attends, ça m'intéresse beaucoup. 5-6... Tu dis quoi? Le nombre d'heures. Il y a quoi? Il y a 25 millions de personnes. Il y a combien? Il y a 35 millions de personnes si rajoutent les fonctionnaires. 30 millions de personnes à peu près qui travaillent aujourd'hui en France. Voilà, un peu moins. Donc tu rajoutes 5-6%. Sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Mais tu résous tous les problèmes macroéconomiques français, tous. 1,5 million de personnes en plus au boulot. Ou 2-3 heures. D'ailleurs, personne n'est à 35 heures. Tout ça aussi, c'est des fictions. On vit dans un système de fiction avec... dans la réalité, ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire des départs dissimulés, lancés depuis très longtemps. Mais c'est oui. Raymond Barre qui avait lancé les pré-retraites. Et puis, une immense demande d'emploi un peu partout, mais sur des emplois qui ne sont pas suffisamment bien payés et qui ne sont pas suffisamment bien considérés. Donc, il faut rajouter un peu sur la table, hein, et il faut arranger le dispositif. Avec, j'allais dire, des deux bouts de la chaîne, les vieux et les tout jeunes, qui n'ont pas un beau taux d'emploi, alors que entre 30 et 55 ans, les taux d'emploi en France sont absolument... C'est ça. J'allais dire tout à fait acceptable. Donc c'est pas le bout du monde. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est l'apprentissage. J'ai été dans un cabinet de Premier ministre, conseiller économique. Il se trouve que le rêve, c'était de dire « Ah, les Allemands, tu sais, on adore dire ça. Ah, les Allemands, qu'est-ce qu'ils sont bien. » L'apprentissage, c'était il y a 30 ou 35 ans. Oui. Les apprentissages. Là, en 2 ans, on est passé 250 000, 700 000, on va passer à 1 million. Ouais. Tout ça parce qu'on a mis un peu de pognon et qu'on a décidé que ce serait plus l'éducation nationale, ce qui était quand même assez malin, et plus les régions, ce qui était assez malin, et que ce serait les entreprises, et on crée un CFA, un truc de... Centre de formation d'apprentis. En une journée. Point. Il y a plein de choses qui ne sont pas si difficiles que ça. Et en plus, c'est là où il y a un élément. On a vécu 30 ans, ma génération, un peu la tienne, a vécu sur l'idée qu'il y avait un chômage de masse, c'était terrifiant, que tout c'était impossible de changer, la préférence française pour le chômage, tout ça. C'est faux. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut, si on veut, on a vraisemblablement 1 million d'emplois sous le pédale. 1 million. Tout simplement, partout on demande de l'emploi, partout. On demande la restauration, l'hôtellerie, l'informatique, partout. Les carleurs, les artisans, partout. Alors il faut un peu améliorer, puis c'est tout. T'as pas 1 million de chômeurs pour le faire. Le problème, c'est que là, t'as l'impression que c'est sur un socle que t'arrives pas à attaquer parce que les gars veulent pas aller bosser dans ces boulots que tu viens de décrire. Pas du tout, mon général, pas du tout. Je veux dire, ça, tu as le même pourcentage que tu avais quand tu étais on va 11e, et partout, jusque... J'ai même pas été en 11e, moi, c'était CM2, je crois. CM2, voilà. Pas la même génération que moi. C'est ça. En CM2, tu as toujours eu 10% des gens qui ne veulent rien foutre. Mais 90% qui sont, selon les moments, les trucs, qui sont contents de partir. Mais il n'y a pas cette espèce de refus. Simplement, il y a plusieurs sujets. Notre formation ne va pas bien. Donc il faut améliorer la formation et notamment la formation continue. On met pas beaucoup d'argent, donc il faut doubler le chiffre de ce qu'on met. Et la réforme Pénicaud, c'est une bonne réforme là-dessus, c'est-à-dire elle commence à porter ses fruits. Mais les résultats sont très bons. Mais oui, d'ailleurs les gens s'en saisissent et il faut recapitaliser d'ailleurs les organismes. On n'est pas dans un tunnel définitivement, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est deuxième sujet, logement. Ça, c'est un problème majeur. Massif, qui est le trou noir français. L'administration française et le politique français ne peut pas se saisir de ce sujet. C'est incroyable. Sauf faire de l'investissement locatif qui est, avec chaque fois, ça permet, comme a dit quelqu'un très astucieusement, de garder le nom d'un ministre du logement. Oui, voilà, exactement. Voilà, au moins on fait plaisir. Même Madame Duflot y a eu droit, donc c'est dire. Tout le monde, tout le monde. Ouais. Mais moi, je suis prêt à leur redonner le nom, à condition, mais sur des trucs intelligents, on voit bien qu'il y a des tas de problèmes de foncier, que les mairies n'ont pas trop envie, donc il faut, ça se renégocie. S'il faut changer un peu la loi, on va la changer partout. Voilà un endroit, on peut peut-être un peu gratter la plante. Je te suis sur le travail, sur le logement, pour avoir soulevé le capot. On ne résoudra pas les problèmes français si on ne résout pas le problème du logement. C'est clair.
tu as le logement. Et donc, Tout simplement parce qu'un gamin peut pas. À la fin, tu retires le permis de construire au maire, tu le files au préfet, tu fais grande cause nationale, et emballer c'est peser, et sur 10 ans, on construit ce qu'il faut construire. Mais monsieur, T'es d'accord avec ça ? Je suis pas plus que d'accord, j'autonomise le logement immédiatement. Ouais, mais on me dit que ça aussi, ça crée la guerre civile en fait. Si tu retires le permis de construire au maire, si tu imposes de force aux gens dans les communes, vous allez avoir un immeuble là et tout le monde se tait, non ? Alors tu peux le faire astucieusement, tu donnes un peu plus de rôle aux préfets qui vont retrouver un rôle, ou je sais pas quoi, au DDE, ex-DDE. Enfin, moi je suis. Regarde l'histoire, ce qui s'est passé pour l'apprentissage. Tu avais à la fois l'éducation nationale et les régions qui étaient. Et ça s'est réglé. Mais tu sais à quoi ça me fait penser ? Je pense à ce truc-là en ce moment. C'est l'espèce de depuis qu'on est rentré en crise politique, on peut le dire. C'est le rêve libéral. Donc j'en ai déjà parlé. Hein, les Belges sont restés sans personne pour prendre des décisions, on va le dire comme ça, sans gouvernement pendant 571 jours, et en fait sans personne pour prendre de réelles décisions entre 2007 et 2012. Alors ils ont perdu Fortis, oui d'accord, au moment de la crise financière, mais bon, s'il y a eu un gouvernement, est-ce que ça aurait changé les choses ? Mais sinon l'économie belge, c'est... Et la façon dont tu décris en fait des réformes simples, sans effet de manche, sans grandes réunions, colloques, Grenelle de je ne sais quoi, cahiers de doléances, etc. Juste une administration intelligente qui avance tranquillement, ça fait envie quand même. Oui, puis je veux dire, tu vois, la première réforme des retraites du quinquennat précédent, ouais. À la fin, je cite pas de nom, mais les gens en charge, ils comprenaient même pas ce qu'ils racontaient. C'était tellement compliqué. Tu imagines, on mettait tout le monde, les notaires, les bouchers, les trucs, les avocats, tout le monde dans le même sac. Enfin, évidemment que ça pouvait pas marcher. Et d'ailleurs, c'était incroyablement compliqué à expliquer. Et quand tu vois bien, ça m'avait amusé parce que les pharmaciens, par exemple, ils ont un fonds de pension. Qu'ils ont le droit de faire. Et je veux dire, évidemment que tu touches pas où. On va pas fermer, on va pas mettre en grève les pharmacies. Donc, les avocats aussi, on faisait très fort, les avocats, le régime des avocats. Mais on pouvait rapprocher les salariés du privé du public. On pouvait faire des trucs intelligemment en faisant ça. Dans votre idée, j'ai regardé, dans votre idée, il faudrait qu'il y ait 3 grands régimes. Oui. Indépendants, salariés, publics, c'est ça Non, il y en a même public et privé. Je les rapproche alors. Pour que je n'ai pas de guerre civile, qu'il n'y ait pas de drame, je les rapproche d'abord et avant tout sur le nombre d'annuités. Tu vois, en 5-10 ans, tout le monde a le même nombre d'annuités. Comme ça, on a la paix, ce qui résout en même temps le problème des régimes spéciaux. Et sur le dispositif de calcul ? Et sur le dispositif de calcul... Bien plus favorable pour oui, mais la fonction publique. Alors là, c'est vrai que c'est compliqué parce que il faut comparer, mais faire une étude, c'est pas non plus très difficile, entre la rémunération, mettons, d'une assistante dans le privé, une assistante dans le public, d'un contremaître dans le privé, d'un contremaître dans le public. Il faut regarder. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Dans certains cas, d'ailleurs, c'est plus favorable au public qu'au privé, donc il n'y a pas de règle absolue, mais simplement, il faut le traiter de manière, en mettant bien sur la table, pas des milliards de chiffres, mais de dire, voilà, exactement. C'est vrai que tu prends un prof, un agrégé d'histoire-géographie, honnêtement, il a passé un concours qui est très difficile, objectivement, aujourd'hui, c'est pas très facile de tenir une classe. Il fait quand même ses 18 heures. On dit c'est terrible, il y a beaucoup de vacances. Enfin, honnêtement, avec les RTT, il n'y a plus tellement de différence. Et il gagne 3 fois moins qu'un jeune qui... Oui, tout à fait. Il doit être à 4 000... S'il est agrégé, il doit être à 4 000 euros par mois. Ouais, et... Même pas. Donc là, il y a des sujets qu'il faut régler. Tu vois bien que les infirmières qu'on voit qui sont au bord de la frontière du Luxembourg, elles partent tous les matins. Même chose pour la Suisse. Il y a quand même des trucs qui marchent pas bien en termes de formation. Pourquoi ? J'ai entendu, j'ai lu et je suis convaincu, si on reprend l'histoire de la borne d'âge. Enfin, je ne sais pas si tu as une explication, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que des responsables politiques... Pas des responsables, c'est le président. Le président, mais avant lui, Édouard Philippe, avec ses 64 ans et son âge pivot. Pourquoi est-ce que des responsables politiques mettent ça en avant alors que... Enfin, j'imagine, ils savent très bien ce que tu viens de nous décrire et de nous expliquer. Mais je pense qu'ils ne pensent que symboliquement, c'est très important de dire qu'on s'attaque à la réforme des retraites. Moi, je dis, il y en a déjà eu 4.
C'est leur pont d'Arcole, quoi. Ils vont chercher une victoire. Il y en a déjà eu 4. Je veux dire, il y en a eu 4 qui sont déjà très importants, parce que juste un chiffre. Aujourd'hui, il y a 14% de notre richesse produite, le PIB, qui vont vers les retraités. S'il n'y avait pas eu les 4 réformes, ce serait 18%, 4 points de plus. Ouais. Je veux dire, ça veut dire qu'on peut faire des réformes dans le pays. Je veux dire, tout ça, c'est simplement, c'est exactement ça. Ils ont l'impression que c'est le pont d'Arcole. Dans l'affaire de la dernière affaire des 64 ans, 65 puis 64, c'était juste avant le premier tour. Ouais. Il semble que ce soit quand même un calcul politique qui consistait à essayer de dire aux LR, enfin aux gens qui votaient LR, votez pour moi, je vais faire une réforme de droite. Tout le monde associe ça à une réforme. Or, en réalité, c'est pas une réforme de droite ou de gauche, c'est une réforme... Parce qu'il y a des tas de gens... C'est une réforme idiote. Et alors, tu as un souci, que d'ailleurs, qui sont bien mis, c'est qu'il y a quand même des toutes petites retraites, il y a des situations qui sont très difficiles, il y a la vieille dame qui est dans une chambre de bonne et qui descend acheter du canigou ou du ronron parce qu'elle ne peut pas se payer autre chose. Donc il y a des tas de trucs qui montrent aussi que c'est une réforme du pays. Là, ceux qui veulent la réforme faire travailler, c'est évidemment ceux qui sont à la retraite. Ça, ils ont compris qu'ils avaient intérêt à l'être. Moi, j'ai eu le malheur... Et c'est eux qui votent. Et c'est eux qui votent. J'ai eu le malheur, un jour, par un égo démesuré et stupide, une très grande chaîne de télévision, moins importante que celle-là, mais qui s'appelle TF1, et me disent, est-ce que vous voulez passer le journal de 20h, le dimanche? Bien sûr, ça se refuse pas. Bien sûr, ça se refuse pas. 12 secondes. Et la question, c'était, est-ce que vous êtes pour la CSG, favorable au fait que la CSG des retraités soit la même que celle des autres? Et je dis, bien sûr que je suis pour. Il n'y a aucune raison. Ça s'est mal terminé parce que j'ai reçu des lettres, je n'ai pas des lettres d'insultes, je demandais une protection. C'est ça, c'était des protections policières. Voilà. Alors que depuis, alors je ne sais plus, une dizaine d'années, je crois, le niveau de vie des retraités est objectivement supérieur à celui avec une des salariés. Grande différence sur les niveaux. Avec une grande différence, mais voilà. Et on oublie toujours de dire que 75% des retraités sont propriétaires de leur logement, ce qui est quand même une sacrée différence. Parce que quand on regarde les chiffres, on ne réintègre jamais réellement ce chiffre-là. C'est-à-dire le fait que le jeune est obligé de payer son loyer, il paye rien. Jean-Hervé, enfin les deux sont liés d'ailleurs, parce que donc réforme des retraites, il y avait quand même cette idée, mais là le temps tourne très vite, cette idée aussi de récupérer de l'argent. En fait, c'est la seule vraie marge de manœuvre sur les finances publiques, donc de récupérer de l'argent pour aller traiter d'autres sujets, et notamment à venir financement de grandes dépendances, etc. Mais il y a quelques années, c'est toi qui, je l'ai entendu de ta bouche, le premier, tu as dit « on ne sortira jamais des taux négatifs ». Enfin, en tout cas, tu dis, personne n'a le mode d'emploi, et il faut se mettre dans l'idée que l'ère de taux négatifs, ou en tout cas de taux très bas, etc., là, il y a une volonté de la Banque centrale, alors Réserve fédérale aux États-Unis, Banque centrale européenne, d'essayer d'en sortir. Sur les taux courts. Hein. Sur les taux courts, mais on voit déjà craquer, on voit déjà la fragmentation de la zone euro. Ça, c'est le sujet. Eh bien, voilà, c'est ça. Ça, c'est le sujet. Mais regarde, les taux demeurent, les taux réels, à 10 ans, demeurent très largement négatifs. Très largement négatifs, au regard de l'inflation, évidemment, hein, mesdames, messieurs. Voilà, très largement négatifs. Et la Banque centrale européenne a un sujet qui est très particulier, c'est que il se trouve que elle n'est pas comme, c'est pas un ensemble d'États comme les États aux États-Unis. Chacun a ses propres ventes d'obligations de long terme, c'est ce qui nourrit son propre déficit budgétaire, voilà, et ses propres besoins de financement. Personne ne peut se permettre. Alors, on a déjà fait un gros lulu pour Malte, qui doit représenter la moitié on va dire la moitié d'un gros département français. La Grèce, c'est 4-5 départements français. Et on parle de l'Italie ou de l'Espagne, alors là, c'est autre chose. C'est un séisme. Donc évidemment qu'ils vont continuer une politique ciblée sur les pays qui sont les plus en danger. Tout simplement parce que personne ne peut se le permettre. Personne ne peut se permettre d'avoir l'explosion de la zone euro. Donc parce qu'il y a eu des phrases assez fortes quand même. Hein, donc Isabelle Schnabel, qui est l'une des représentantes allemandes au directoire de la Banque centrale européenne, dit l'engagement de la BCE pour contrer la fragmentation ne connaît
aucune limite. Donc elle a refait un petit peu le Mario Draghi. Et Christine Lagarde, ce sera efficace, proportionné, j'adore, on se croirait dans un western, ce sera efficace, proportionné, quiconque douterait de cette détermination commettrait une grave erreur. J'adore. Non, ce qui est non, mais ça veut dire que c'est chaud. Et du mauvais truc, les 5 mots de Mario Draghi changent la face du monde, c'est incroyable. Ce type restera dans l'histoire des banquiers centraux comme unique. Ils prononcent 5 mots qui reviennent à dire quoi qu'il en coûte, nous ne céderons pas. Juillet 2012, hein. We will do whatever it takes to save the euro. And believe me, it will be enough. Mais ça veut dire que elle reste pleine et entière, à ton avis, cette détermination, c'est-à-dire 10 ans après. C'est une question de survie. De survie. Mais ça veut dire que 10 ans après, rien n'a changé. 10 ans après, la convergence budgétaire, économique de la zone euro n'a pas avancé d'un poil. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi pour un sujet simple. Je pense que nos amis allemands, qui ont été le modèle absolu, à partir de la réunification, ça a beaucoup joué. Tout à fait. La réunification, aujourd'hui, sont dans une position qui est beaucoup moins favorable que elle ne l'était il y a simplement... En 2012, il y a 10 ans. En 2012, et quand Mme Merkel, on m'avait raconté ça, réunissait les chefs d'État, et c'était la maîtresse d'école qui expliquait ce qu'il fallait faire. C'est tout juste s'il n'y avait pas une règle pour taper sur le doigt des gens. En réalité, aujourd'hui, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée. La politique énergétique allemande apparaît comme une erreur tragique pour ce pays. La réalité de la croissance n'est pas fabuleuse. Ils ont un taux d'inflation très important. Madame Schnabel joue son Mario Draghi. Ouais. On est dans un monde qui change. Non, ça a changé. Je pense que la convergence politique de la pensée et la perception qu'on est dans un monde qui se termine et que celui qui arrive est beaucoup plus compliqué pour tout le monde. Ça, je pense que les gens l'ont en tête, la Chine, les États-Unis, tout à fait. Que tout ça est beaucoup plus compliqué, qu'il faut se calmer, il ne faut pas jouer les maîtres d'école trop rapidement. Et donc, on va bien voir ce qui se passe, mais je pense que... Mais tu penses qu'on peut sortir de tout ça plus fort? On l'a vu, l'émission de dette commune au moment du Covid. Là, par exemple, on n'en voit pas du tout la perspective pour essayer de contrer ce qui est en train de se passer. Tout dépend. La réalité, c'est que on est dans une crise exogène. C'est-à-dire que l'inflation, elle n'est pas venue de la quantité de monnaie, elle vient du fait que des prix sont liés à la rareté, à toute une série de phénomènes qui ne sont pas uniquement la guerre en Ukraine, mais des phénomènes réels. Et donc, la lutte contre l'inflation supposée ne peut venir que du ralentissement de la demande. Le ralentissement de la demande, c'est un jeu dangereux, parce qu'elle peut conduire doucement à une récession mondiale. Et moi, j'aime bien les récessions, mais... je trouve que c'est toujours dangereux de jouer avec ça. C'est comme ceux qui disent qu'il faut aller faire la guerre à la Russie. Je rappelle que c'est une vieille expérience, mais ça s'amène toujours de la même manière. Il y a des millions de jeunes qui meurent, et 4-5 ans après, on se dit, mais ça servait à quoi en 2019, 2020, 1919, 1920 quoi ça servait tout ça. Oui, puis donc, attention à tout ça. Et donc, je trouve que Jérôme Powell, y compris hier soir, a poussé le bouchon un peu loin. Je ne suis pas sûr que, en réalité, on ne soit pas dans un jeu extrêmement dangereux. Et que... En fait, on entend, pour être clair, j'ai entendu ça, on en a parlé ici, il y aurait nécessité de provoquer une récession pour être sûr de casser l'inflation, en fait. C'est ça que tu décris, Jean-Hervé. Et toi, tu dis non, ne jouons pas ce jeu-là. C'est beaucoup trop dangereux. C'est un jeu qui est... Parce que la récession, c'est bien gentil, mais on en sort comment? Et comme ça signifie faire ce qu'on a fait en 2009, 2010, c'est-à-dire brutalement remettre des liquidités, inventer une nouvelle politique, et ça, on le fait le mois suivant, on va m'expliquer quelle est la logique de tout ça. Hein. Moi, je pense qu'il faut garder son calme.
je veux dire, l'inflation, elle est... T'es dans quelle perspective, justement, sur l'inflation? C'est-à-dire là, dernière prévision de la Banque de France, là, je regardais ça, 5,6% d'inflation en France, et l'idée qu'on est quand même sur une grosse bosse qui commence à se dégonfler très très sérieusement septembre 2023, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est la perspective générale? Je pense que ceux qui prennent des prévisions, Ouais, c'est ça. qui donnent des prévisions à un an, sont plus ou moins, sans s'en rendre compte, des escrocs. Donc, je veux dire, C'est très bien de le dire comme ça. je crois que personne n'a qu'une idée sur ce qui va se passer. En revanche, À ce point-là, Jean-Hervé, à ce point-là. oui, bien sûr. Et je rappelle juste que les chiffres, il faut les avoir en tête. Quand Reagan prend le pouvoir, la suite prend le pouvoir, l'inflation aux États-Unis est de l'ordre de 15%. Donc nous avons vécu, ma génération a vécu, jeune, dans la période jeune, avec de l'inflation qui était 12-13%. Oui. C'était pas bien. Oui. C'est pas un bon dispositif. Non. Mais je veux dire, 5%, c'est pas non plus la fin du monde. Donc moi je trouve que dans tous ces domaines-là, on est très agité pour des situations qui sont très nouvelles, sur lesquelles on est en plein brouillard intellectuel. On n'a pas la moindre idée de la manière dont les choses peuvent se dérouler. Et donc, je crois qu'il faut bien attendre, bien regarder les sujets. Bon, ça me va qu'on augmente un peu d'un demi-point, de 50 points de base. Ça ne me gêne pas. Et puis on dit, on va voir. Mais là, tout de suite, on va sortir de nouveau. C'est très dangereux. Des bazookas et des choses comme ça, là, c'est ça. Très dangereux. Très dangereux. Et, dernière question, il faut continuer à... Parce qu'on est quand même sur... Ça, enfin bon, j'ai aussi beaucoup dit, c'est un des paradoxes les plus dingues pour moi de cette élection et de cette séquence législative, c'est qu'on parle pouvoir d'achat, on a dépensé depuis 6 mois peut-être 45 à 50 milliards d'euros en bouclier énergétique, chèques divers et variés. Personne ne s'en est rendu compte. Et il faut continuer ça c'est de la... Il faut de la dépense. Il faut le localiser, calibrer par rapport aux gens. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin qu'on me On est d'accord. Voilà, point. Mais il faut quand même continuer sur une part. Parce que en réalité, sur l'agroalimentaire, des trucs comme ça, tu as 10%, et 10% pour quelqu'un qui a 1500 euros, c'est le jour et la nuit. Donc c'est très important. Non, il faut essayer de limiter ça, avoir une petite... Partout, avoir des... Calme, pondéré, mais oui, c'est ça. Et pas sortir des déclarations qui mettent le feu. Des effets de manche. Que c'est la fin du monde, etc. Je pense qu'on a connu bien pire. Merci Jean-Hervé Lorenzi. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et on continue Bismart. On repart donc avec Marc Lermite. Salut Marc. Bonjour. Associé EY, l'homme qui est l'homme des investissements internationaux en France, l'homme qui détient les clés de l'attractivité. Donc Alors, première question, mais tu n'as peut-être pas la réponse, et vraiment, il ne faut pas hésiter, Marc, mais je me disais, dans les contacts que tu as noués, depuis combien de temps tu fais ce baromètre des investissements? Voilà, donc je pense que tu as noué quand même un certain nombre de contacts, que le téléphone a peut-être sonné sur ces 2-3 derniers jours, et est-ce que, vraiment, question très simple, est-ce qu'il pourrait y avoir une forme d'impact sur la crise politique qu'on se prépare à traverser pendant quelques semaines? C'est sûr qu'il y a aujourd'hui... D'abord, il y a beaucoup de projets en Europe. C'est ce que montre à la fois notre baromètre, mais aussi toutes les conversations qu'on a avec nos clients, dans tous les écosystèmes, j'allais dire, dans presque tous les pays d'Europe. Énormément de volonté de réinvestir en Europe, de rapprocher des implantations industrielles, des marchés européens, de faire de la relocalisation, de décarboner des chaînes de valeur. Donc il y a énormément de volonté de revenir. Il y avait beaucoup de volonté de revenir en France. On l'a d'ailleurs vu l'année dernière. C'était manifeste, plus de projets que dans les très belles années qu'on avait déjà vécues depuis 2-3 ans. La France numéro 1 au palmarès, on va sans doute en reparler. Et ça sur un fond de promesses, d'engagement, de promesses tenues et d'engagement à ce que la France continue sa transformation. Selon cette longue introduction, pour dire que effectivement, quand on passe à une majorité relative, que viennent des arbitrages qui ne sont pas seulement des arbitrages politiques, mais budgétaires, sur d'autres priorités, des coalitions, des consensus à bâtir, un temps de débat parlementaire qui va se démultiplier. Depuis 2-3 jours, on n'est pas dans l'inquiétude avérée, j'arrête mes projets, quittez Paris, repartez à Londres, mais une interrogation sur est-ce que la France a réalisé qu'elle avait fait du chemin,
mais seulement une partie du chemin. Et que pour redevenir complètement compétitive et rester un pays qui compte dans l'économie mondiale, qui non seulement attire des investissements étrangers, mais aussi des talents, de l'innovation et de créer de l'emploi, près de 200 000 emplois depuis 5 ans ont été créés par des investisseurs étrangers, c'est-à-dire des boîtes internationales qui sont nées ailleurs, qui ont des implantations ailleurs, qui ont le choix de le faire ailleurs et qui sont, plus que dans tout autre pays européen, venus le faire dans l'Hexagone ces 5 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'on leur a donné un peu d'air, parce qu'on a tenu les engagements malgré la pandémie, les engagements de baisse de la fiscalité, des engagements d'aération, d'allègement de notre droit social, des engagements aussi sur l'innovation, sur la France du futur. Donc ça, est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce qu'il va y avoir une pause temporaire ? C'est une vraie question parmi les dirigeants. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est une partie du chemin. Alors d'abord, juste un point, parce que on va revenir sur le baromètre, mais c'est un truc qui me chiffonne quand même. On en a parlé ensemble d'ailleurs. C'est sur cette histoire d'emploi créé. Ils viennent en fait, et ton baromètre est très très clair, ils viennent chercher la qualité de la formation française. Ça veut dire qu'en fait, ils ne viennent pas créer des emplois. Ils viennent prendre des emplois qui, de toute façon, auraient été pourvus, Marc. Moi, c'est toujours ce qui me gêne sur cette histoire de création d'emplois. C'est-à-dire, en gros, si, j'en sais rien, Intel monte un centre de recherche en France, ils ne vont pas créer des emplois. Ce sera des gars qui iront chez Intel, mais de toute façon, ils avaient des offres absolument partout. C'est sur des métiers en tension, c'est sur des métiers qu'on n'arrive pas à pourvoir. Et si Intel a créé ce splendide centre de recherche qui va créer près de 1000 emplois en France, est-ce que ST Microélectronique aurait décidé de mettre dans les mêmes proportions en France un énorme centre de recherche sur les processeurs? Ça crée une dynamique, c'est ça que tu me dis. Ça crée une dynamique. En fait, l'investissement international, en fait, c'est des boîtes comme les boîtes françaises, qui sont d'ailleurs très concurrentes parfois avec des boîtes françaises, parfois de très vieilles marques françaises. La TECOR, c'est Collins Aerospace. Beaucoup de ces entreprises à capitaux étrangers, nées ailleurs, sont en France depuis plus longtemps que Renault, que Orange et d'autres. Et donc, ces entreprises qui employaient il y a 5-6 ans à peu près 2 millions de personnes, en emploient 2,2 millions aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont créé des emplois à la place d'autres, des emplois qui se seraient retrouvés ? Parce que de toute façon, on crée un peu plus d'emplois en France, quand même un chômage qui reste entre 7 et 7,5. Oui, mais ce n'est pas ces gars-là que viennent chercher tes investisseurs étrangers. Ce n'est pas les 7% de chômeurs. Alors, mes investisseurs étrangers, nos investisseurs... Pardon, oui. Mais je suis ravi, j'en suis très fier. D'ailleurs, l'entreprise dans laquelle j'ai le bonheur de travailler en est un aussi. Tout à fait. Je les connais assez bien. Justement, Stéphane, ils sont venus, et c'est une des surprises de ce baromètre, ils sont venus dans des petits territoires. Ouais. Et je pense que beaucoup de ceux qui ont traversé la France, des anciens bassins industriels, dans le Grand Est, dans la Nièvre, dans le centre de la France, dans des zones qui sont, que d'aucuns ont appelées les zones périphériques, les zones périurbaines, les zones rurales, on voit souvent, j'ai fait cette expérience il y a encore 2 semaines avec un client, on a traversé la France, une partie de la France ensemble, on traverse des villes moyennes, moins de 20 000 habitants, on croise 1 ou 2 friches industrielles réelles, friches industrielles ça fait peur à voir, oui. qui portent encore l'enseigne un peu défraîchie de grandes entreprises françaises, d'ETI françaises, qui sont pour certaines parties faire des conquêtes à l'international, donc il n'y a pas de reproche à leur faire. Oui. Et puis dans une petite zone d'activité, probablement avec 2 à 3 fois moins d'emplois, donc c'est une des vraies questions que pose l'économie française, un nouveau bâtiment qui, lui, est opéré par une entreprise souvent internationale qui est venue s'insérer dans ce bassin d'emploi où il y a encore 10, 15, 20% de chômage. Dans ces zones-là, il y a encore oui, tu as parfaitement raison là-dessus. Attends, mais le chiffre, il est dans ton baromètre, près d'un projet industriel sur 2 localisé dans un territoire de moins de 50 000 habitants. Absolument, et ça c'est... Et là, s'il y a pas, moins de 50 000 habitants, tu vas pas faire du retail, t'as pas la zone de chalandise, tu vas pas faire... il faut faire... C'est l'usine en fait. C'est l'usine, 50% des projets industriels vont dans ces à la rigueur, le call center, mais voilà, c'est... À la rigueur, mais à l'extrême rigueur. Ouais, à l'extrême rigueur. Et donc... oui, ces entreprises internationales, elles viennent créer, elles viennent chercher nos talents, nos chercheurs, elles viennent travailler pour les grands donneurs d'ordre, privés et publics, mais elles viennent, 342 d'entre elles, sont venues l'année dernière pour faire de l'industrie en France. Et quand elles font de l'industrie en France,
plutôt des extensions de sites existants qui ne créent pas suffisamment d'emplois. On va en parler parce qu'il y a encore quand même quelques nuances à ce baromètre qui est assez positif. Elles viennent le faire dans des territoires qui sont d'anciens bases industrielles abandonnés ou laissés un tout petit peu de côté par des entreprises nées en France qui ont eu ces 10 dernières années, dans le même temps, besoin d'aller s'exprimer à l'international. Mais regarde, donc je regardais, revenons sur, mais très intéressant ce que tu me dis, hein, sur l'inquiétude de certains de tes contacts. Bon, alors c'est les gens qui nous écoutent, qui nous regardent régulièrement, commencent à en avoir marre, parce que c'est une de mes marottes, c'est l'idée de dire, rêve libéral, finalement, c'est pas plus mal si on se retrouve avec un gouvernement empêché et avec un Parlement qui ne peut pas légiférer. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent, tes investisseurs? Je regardais. Innovation et fiscalité. Stabilité fiscale. Donc là, ça y est, le taux d'IS, il est descendu à 25. C'est fait, c'est voté, etc. S'il n'y a personne pour le remonter, s'il n'y a personne pour y toucher, mais c'est la meilleure des nouvelles. Grosse insistance sur le crédit d'impôt recherche, c'est ça aussi, hein, de la part de tes investisseurs. Oui, sur le fait de le maintenir, parce qu'il est régulièrement attaqué. Et là aussi, s'il n'y a personne pour y toucher. Non, mais il y a encore du boulot. Tout va bien. On est encore aujourd'hui à peu près, toutes choses égales par ailleurs, on est encore à peu près en pression fiscale, on est encore à peu près 20% au-dessus de la moyenne européenne. 20 points au-dessus de la moyenne européenne. Sur le coût du travail. Donc voilà un des endroits où normalement, il faudrait continuer à alléger un tout petit peu le poids de la fiscalité. C'est un énorme élément de la pression fiscale. Et notamment coût du travail qualifié pour le coup. Le coût du travail qualifié, absolument, parce que sur les premières tranches de salaire, là, l'effort a été fait. D'abord le CICE, ensuite les baisses de charges assez rapidement, et que je pense que plus personne ne peut contester aujourd'hui. Les impôts de production, autre sujet. On est encore dans un écart considérable avec un énorme concurrent qui est l'Allemagne. Moi, je le vois de façon assez concrète dans un secteur auquel j'ai un énorme plaisir à travailler en ce moment, qui est celui de l'ameublement. L'ameublement, c'est 15 000 entreprises, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est des PME et des ETI absolument extraordinaires, Fermob, Théma-Home, Gauthier, La Fuma et d'autres, qui ont envie de faire du Made in France, hein, qui ont envie de le faire et qui ont certainement mieux à faire et qui peuvent mieux faire sur leur capacité à l'export, sur la confiance dans les marchés, pour s'équiper, former leurs compétences, mais qui ont d'abord un problème de compétitivité, qui est d'abord pour faire du Made in France qui s'exporte très bien, quand il est à bon prix, quand il arrive chez les consommateurs ou dans les bureaux ou dans les hôtels, parce que c'est ça qu'on vend quand on vend de l'ameublement. Tout à fait. Il faut qu'ils le fassent à armes égales, et là, les impôts de production pèsent très lourd dans leur prix de revient et dans leur compétitivité. C'est très concret, et dans tous les secteurs d'activité, ce Made in France qu'on sent quand même aujourd'hui finalement assez désiré par beaucoup d'entreprises, pas seulement dans la grande conso, pas seulement dans le meuble, pas seulement dans l'alimentaire, pas seulement dans le luxe, mais aussi dans l'industrie dont les marques se connaissent pas. Ce Made in France, aussi fort que ça. Moi, je te parle très franchement, hein, je pense que c'est des mots. Tout le monde en parle. Les impôts de production, c'est des mots ? Non. Le désir du Made in France, pardon pour l'expression que j'utilise parfois, c'est comme le sexe adolescent. Tout le monde en rêve, tout le monde en parle, personne ne le fait. Tu vois, et on regarde un peu trop la télé. Alors, c'est des mots, c'est dans l'étude. Il y a plein j'ai vu les exemples qui sont donnés dans ton baromètre. Exemples et chiffres à l'appui. C'est anecdotique. Non, j'ai pas parlé d'un tsunami de relocalisation, de désir de refaire. C'est à chaque fois quelques dizaines de... L'année dernière, si l'on en croit, et parfois il faut les croire, il faut croire la parole de nos ministres, la ministre en charge me disait, et a ouvert ses livres et ses comptes, nous disait, on a dans nos banques de projets, aujourd'hui, dans les territoires d'industrie, dans ce que le Bercy est capable de recenser, avec les régions, à peu près 500 projets réels d'entreprises françaises ou d'entreprises nées ailleurs, d'entreprises d'investisseurs étrangers, 500 projets réels de relocalisation, 500 intentions de voter en France. Et c'est beaucoup, ça ? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est pas suffisant pour passer de 7,5 de chômage à 5, qui est notre rêve à tous. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on a fait la moitié. Et 200 milliards de déficit extérieur, parce qu'il y a ça aussi. Absolument, voilà. Ces 500 projets, ils sont réels. Alors, ensuite, on les voit au compte-gouttes, semaine après semaine, mois par mois. Dans le vélo, il y a eu un certain nombre de relocalisations intéressantes. Dans le textile, pour autant qu'on se mette sur des catégories de produits où le consommateur est prêt à payer 15-20% de prix supplémentaires. Donc on n'est pas dans le premium, mais on n'est pas non plus dans le bas ou le milieu de gamme. Donc pour fortifier ce mouvement, on va dire... Impôt de production, charge sociale, Toi, tu penses il y a encore du boulot. un gouvernement empêché, un parlement paralysé,
c'est pas bon et ça ne... Et ça n'est que sur la micro, parce que le mur de la macro, on parle du mur de la dette, mais il y a quelques sujets macroéconomiques assez lourds devant nous et qui n'échappent pas aux dirigeants d'entreprise et aux très bons observateurs et journalistes. C'est qu'on a aussi une situation macro, une situation de dette, une situation qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble des contribuables et des contributeurs de la recette fiscale en France. On sait ce que nous ont dit les 5-7 dernières années. Moi, je pense que ce n'est pas uniquement le gouvernement, on va dire le premier mandat d'Emmanuel Macron, ça avait commencé un petit peu avant. Il faut être honnête, ça avait commencé bien avant pour le crédit d'impôt recherche, ça a commencé avant quand on a réalisé, tournant 2012-2013, rapport Gallois, le fameux rapport Gallois, le vrai tournant. Et ensuite quelques premières mesures de compétitivité et qui se sont accélérées en 2017-2018 et qui ont porté leurs fruits, puisque moi, je dis 200 000 emplois nets supplémentaires qui auraient peut-être été créés par d'autres. Moi, je ne les ai pas vus, les autres. Non, puis je comprends. Il y a encore du mot dans les bassins d'emploi français, dans le Nord. Tout à fait. Ton sujet de territoire est un sujet fondamental. Il y a quand même encore un petit peu de... Fondamental. On peut encore faire mieux. Modulo, on va mettre en face l'idée que toute réforme un tout petit peu ambitieuse, telle que, on vient d'en parler là longuement avec Jean-Hervé Lorenzi, réforme des retraites comme le prévoyait Emmanuel Macron, te mettais un tel pataquès dans le pays que peut-être ça aussi, tes investisseurs étrangers, si tu veux se gagner un peu de calme. C'est ça, il faut choisir entre la poire et le fromage, si j'ose dire. Entre, OK, on va pas avoir grand-chose de plus, mais en même temps, on est sûr qu'on va pas se retrouver avec le pays paralysé pendant 3 mois. Moi, je pense qu'il y a trois fautes que les entreprises, en général, pas seulement les investisseurs étrangers, les dirigeants qui croient en la France et qui croient que la France peut compter comme terre de production pour ensuite faire de l'export, terre d'innovation. C'est un pays important, c'est la deuxième économie européenne quand même. Il y a 3 fautes qui ne pardonneraient pas on va dire cet écosystème politique très nouveau, une espèce d'animal bizarre qu'on a un peu connu dans le passé, mais qui est en train de se former. Premièrement, c'est arrêter ces réformes de compétitivité, le chemin qu'on a commencé à parcourir en baissant l'impôt sur les sociétés, en baissant les charges sociales sur les premières tranches de salaire, en maintenant le crédit d'impôt recherche. Il y a encore beaucoup à faire, je l'ai dit. Ça, a priori, sur les impôts de production, tu trouves une majorité. Hein. Normalement, a priori, là, on regarde, tu trouves une majorité. Trouver une majorité en expliquant bien, c'est pas une baisse d'impôt pour les riches, c'est pour les entreprises, c'est donc pour l'emploi. Il faut un peu mieux l'expliquer peut-être, Stéphane. LREM, la droite, là, les Républicains et même Rassemblement National, ils te baissent les impôts de production. Normalement, on devrait trouver des consensus, là, voire une majorité. Deuxième sujet sur lequel, qui est un vrai marqueur aujourd'hui de l'attractivité de la France, et c'est d'ailleurs le premier marqueur dans notre enquête, dans l'enquête d'EY, c'est l'innovation. C'est-à-dire que la French Tech, qui a aussi ses nuances, ses problèmes, ses défauts, qui manque de financement, même si on a levé des fonds comme jamais l'année dernière en France, qui va avoir 10 licornes, elle en avait qu'une il y a 5 ans. Il y a encore du chemin pour arriver au niveau des grandes terres d'innovation, de levée de fonds, de start-up et de technologies très avancées dans le monde. Et donc ça, on ne nous pardonnerait pas de toucher, de ne pas continuer à améliorer ce qui fait aujourd'hui que l'enseignement supérieur français est quand même super recherché. Donc on a des chercheurs qui sont très très recherchés, qui sont très recrutés par des universités américaines, par des entreprises privées, et souvent pour partir. Donc là, il ne faut pas qu'on touche ça. Et le troisième sujet... juste un point là-dessus, parce que garde ton troisième sujet. Là, j'ai peur que le bébé parte avec l'eau du bain. C'est-à-dire French Tech, Startup Nation, c'est tellement... Tu veux coller à Macron que iconique, c'est plus compliqué. Je pense que c'est pour ça que j'en parle. Tu as parfaitement raison. Sur la fiscalité, OK, on peut bâtir un consensus, mais il faut expliquer en fait comment les entreprises fonctionnent et réfléchissent et ce qu'elles ont sous le pied pour créer encore plus d'emplois, pour baisser encore notre taux de chômage qui est inacceptable à 7,5. C'est pas acceptable de s'arrêter à 7,5. Sur l'innovation, je suis tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. On a aujourd'hui une zone dangereuse parce que c'est l'entrepreneuriat, parce que c'est ce qu'a illustré Emmanuel Macron et ce qu'il a mis en avant vraiment au centre de son agenda. Ouais. Il est allé mouiller la chemise, on le dit souvent à Las Vegas et ailleurs. Et ça, néanmoins, c'est quand même le futur, pas à 10 ou 15 ans, c'est la création d'entreprises, c'est un horizon 3 à 5 ans, cette création d'entreprises. Et ton troisième point, sujet, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, si on ne s'en était pas aperçu, que
toute la régulation environnementale, la réglementation environnementale, la fiscalité environnementale, toutes les mesures de soutien, de relance qui viennent du financement public, le Green Deal européen, les fonds du plan de relance français, mais aussi la capacité du secteur financier à accompagner l'efficacité énergétique, tous les énormes les programmes de transformation des entreprises industrielles ou des entreprises de services, ça, pour 9 entreprises sur 10, c'est aujourd'hui un must. C'est-à-dire qu'elles prennent des décisions de localisation, c'est ce que notre enquête confirme, et d'autres d'ailleurs, c'est qu'elles prennent leurs décisions de localisation en regardant ce que les pays et les villes, il y a vraiment plusieurs échelles, l'Europe d'abord, les pays et les villes, leur permettront de faire pour atteindre leurs propres objectifs dans la taxonomie, leurs propres objectifs de net zéro pour certaines, de négatif pour d'autres, qui sont et ils sont même à te lire, ils sont même demandeurs de réglementation assez forte. Oui, parce que c'est ça le paradoxe du truc. Ils pensent que la réglementation dans un bon équilibre, tout est évidemment question d'équilibre, la réglementation va permettre d'accélérer la demande consommateur, la demande industrielle. Donc je pense qu'ils le voient se réaliser comme ça aux États-Unis notamment, qui est un pays pas connu pour sa réglementation, mais c'est aujourd'hui par des grandes orientations réglementaires dans certains États, au stade des États. C'est pour ça que je pense que le niveau local, le niveau des régions, l'expérimentation dans les régions, dans les métropoles, peut être très intéressante. À imaginer que certaines villes ne réfléchissent pas à courte vue en disant « moi je ne veux pas de ce projet parce qu'il est trop polluant, etc. » Parce qu'on on est au bout, et c'était ma dernière question quand même. L'attractivité de Paris ne se dément pas. Oui. Ça veut dire que la personnalité du maire n'a absolument aucune importance ? La personnalité du maire ou de la présidente de région, parce que c'est une affaire collective, je pense qu'on ne peut pas reprocher aux élus, il y a aussi quelques dirigeants privés... Non, mais quand même, c'est un truc, moi j'étais frappé de ça. On vit en France, sur les réseaux sociaux, il y a ce truc Saccage Paris qui doit être sans doute le hashtag le plus retweeté, tweeté, etc. de l'année 2020. Et l'attractivité... Sans doute, je te laisse ton commentaire, mais l'attractivité de Paris n'a sans doute jamais été aussi forte. Non, parce que dans d'autres cercles qui te sont chers, Paris est magique. Parce qu'en fait, plus sérieusement, la seule autre métropole mondiale en Europe qui peut faire concurrence à Londres, qui reste très, très puissante sur son industrie financière, les sièges européens de la tech qui sont encore. Mais la seule vraie concurrence de Londres, c'est Paris. C'est la région Île-de-France, c'est le Grand Paris. Et donc là... on voit une montée en puissance depuis quelques années de Paris et de l'Île-de-France. C'est une grande région qui peut faire pièce dans les grandes métropoles mondiales et notamment face à Londres. Donc, pour boucler la boucle, Paris est magique et dream bigger alors à ce moment-là. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de rêver. Il ne faut pas s'arrêter de rêver et rêver plus grand. Merci Marc. Donc Marc Lermite, associé EY, qui était notre deuxième invité sur Bismart, et on se retrouve demain.